Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du contrat social de Rousseau. Mais avant tout, n'oubliez pas de me laisser des suggestions pour le prochain texte à analyser et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Le contrat social publié en 1762 par Rousseau reprend beaucoup des problèmes qu'il avait déjà posés dans une œuvre antérieure qui est le discours sur l'inégalité. Mais là, dans cette œuvre-ci, il va vouloir donner une solution à ces problèmes et la solution sera bien sûr le contrat social. Cette théorie est très importante car c'est grâce à Rousseau et à sa théorie qu'il y aurait une révolution pour la démocratie dans le XVIIIe siècle. Avant tout, le contrat social tente de donner une solution aux problèmes du gouvernement. Car la question fondamentale que Rousseau va se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement soit légitime? Donc le gouvernement, on doit déjà faire une distinction entre le pouvoir d'une part et de l'autre part l'autorité. Le pouvoir, c'est la capacité d'user de la coercition. La coercition, c'est lorsque on s'impose pour se faire écouter à l'autre. Par exemple, je brandis un fusil à quelqu'un, je lui dis « donne-moi ta pomme ». Donc ça, c'est la coercition. Et de l'autre part, l'autorité, c'est plutôt la capacité de se faire respecter sans cette force de contrainte. Donc, le pouvoir, c'est une question de fait. Lorsque je brandis mon fusil à quelqu'un pour qu'il me donne sa pomme, c'est une question de fait. Je n'ai pas vraiment une vraie autorité sur lui. C'est plutôt, tu dois me donner ta pomme si tu veux survivre. Une autre notion à avoir en tête, c'est la légitimité. La légitimité, c'est ce qui est justifiable par des arguments raisonnés, par des arguments moraux qui vont vers un idéal de justice. Donc, un gouvernement qui serait légitime sera un gouvernement qui a une autorité indiscutable, mais c'est une autorité dont on peut donner les raisons et donc qui est justifiable selon un idéal de justice. Mais Rousseau pose quand même le problème. Pourquoi a-t-on besoin d'un gouvernement? Pourquoi décider d'abandonner nos droits et notre liberté, notre droit naturel et accepter de rentrer dans une société où il semble qu'on soit contraint par volonté. Un exemple de la contrainte de la liberté sera par exemple assez évidemment que je ne peux pas tuer un homme, quoique si je serais dans la nature, je le pourrais. Mais d'une façon plus générale, je ne peux pas marcher n'importe où que je veux. Par exemple, je ne peux pas rentrer dans un espace privé, quoique par nature, cet espace-là n'a pas de propriétaire. Donc, sans la société, je pourrais marcher où je voudrais. Mais en fait, la réponse à ce problème, c'est qu'il y a des raisons politiques qui font qu'on ne voudrait pas retourner à cet état de nature. Et c'est là que Rousseau reprend une expérience de pensée qui a déjà été proposée avant lui, c'est l'hypothèse de la nature. Et tout ça, c'est expliqué dans son discours sur l'inégalité. L'hypothèse de l'état de nature, ce serait qu'il y aurait des hommes. Il y a eu un temps où les hommes auraient vécu sans état. Un temps où les hommes auraient vécu librement dans la nature. Bien sûr, ça, ce n'est pas nécessairement un fait historique, mais c'est plutôt une expérience de pensée. Donc, où est-ce qu'on pose par hypothèse qu'il y aurait des hommes qui vivent dans ces conditions? Mais ça se pourrait que ça ne soit pas, historiquement valide. Mais ce n'est pas ça l'important. Afin d'expliquer la conception de l'état de nature de Rousseau, je vais en premier parler de celui de Hobbes. Parce qu'en fait, dans le contrat social et dans les discours de l'inégalité de Rousseau, il dialogue avec le texte de Hobbes, le texte Le Léviathan, qui est paru en 1651. Pour aller assez rapidement avec la théorie de l'état de nature chez Hobbes, pour Hobbes, l'état de nature de l'homme serait la guerre de tous contre tous. Donc, d'où la fameuse phrase de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est un dieu pour l'homme. » Donc, l'homme est un loup pour l'homme dans la nature, mais l'homme est un dieu pour l'homme dans la société. Mais pourquoi l'homme est un loup pour l'homme dans la nature? Bien, Hobbes nous explique que dans la nature, il y aurait une rareté des ressources. Donc, les ressources ne sont pas infinies. Chaque homme désire un peu plus. Donc, il y a aussi le fait que les hommes sont envieux. Donc, même si les ressources seront assez pour tous les hommes, il y aura des hommes qui en veulent toujours plus. Et donc, il n'y a pas de partage égal entre les ressources chez les hommes. Mais il y a aussi égalité des individus. Donc, les capacités des individus sont tous à peu près égales. Donc,
malgré qu'évidemment il y a des différences de force physique, de force intellectuelle, Hobbes nous dit que chaque homme est assez fort et assez intelligent pour nuire à un autre. Donc par exemple, si je désire la pomme de quelqu'un, la personne qui est dans le territoire du pommier sera toujours assez fort ou intelligent pour tenter de m'empêcher dans mon but. Donc, il pourrait, par exemple, décider de manger la pomme d'abord, de jeter la pomme quelque part, etc. Et finalement, le plus important de tous, c'est que les hommes sont libres. Donc, il y a absence totale d'obstacles, si ce n'est que des obstacles de concurrents, de rivalité, justement de la guerre de tous contre tous. Mais à part cette guerre de tout le monde contre tout le monde, en fait, il y aurait une liberté absolue de l'homme. Je pourrais, par exemple, décider de faire ci, de faire ça, de faire X ou faire Y, sans qu'il y ait aucune loi, justement, il n'y a aucune loi qui m'empêche de le faire. Et c'est justement cette liberté qui va faire qu'il y aura la guerre de tous contre tous. Parce que tous les hommes désirent à peu près la même chose. Donc, je désire la pomme, mais il y a aussi une autre personne qui va désirer cette pomme. Donc, on va tous se battre pour l'obtenir le premier. Et même si, par exemple, quelqu'un va l'obtenir, on va me battre, bien, cette personne-là est toujours encore dans le risque qu'une autre personne vienne demander cette pomme-là. La solution que Hobbes va donner à la guerre de tous contre tous, c'est le contrat social. Donc, il a déjà formulé la théorie avant Rousseau. Mais par contre, Rousseau va tout de même se démarquer de cette théorie que Hobbes donne en proposant plusieurs différences que je vais traiter avec vous. Le contrat social, au fond, c'est lorsque je renonce et lorsque tous les individus qui vont faire partie de l'État renoncent aussi à leur droit naturel. Donc, je refuse mon droit de faire n'importe quoi que je veux, n'importe quand. Et par contre, ce droit-là va être transféré à un souverain, à un tiers parti qui est extérieur à l'État, entre guillemets. Il est extérieur de ce peuple, mais cet agent va s'assurer de notre sûreté et de la paix intérieure. Donc ce souverain, c'est celui qui va empêcher qu'il y ait guerre de tous contre tous. Et tout le monde, justement, n'a plus la légitimité de faire violence à chacun. Et le seul qui sera légitime à user de la violence dans l'État, ce sera le souverain. Mais il est très important de noter ici, car ce sera aussi le cas chez Rousseau, que le contrat social n'est pas une négociation. Ce n'est pas une négociation entre parties qui essaierait d'avoir l'avantage de l'un que l'autre. Par exemple, je suis dans le parti A, je voudrais négocier avec le parti B dans un contrat social, en guillemets, pour avoir les meilleurs avantages pour mon parti. Non, c'est tout le monde ensemble vont désister de leur droit naturel. Ainsi, le contrat social change la multitude des individus qui voulaient se lier et en fait, tous les individus maintenant forment une unité qui est appelée le peuple. Rousseau, qui vient quelques décennies après Hobbes, va amener plusieurs objections à sa théorie. D'abord, il va dire que le contrat social n'est pas juste, car en fait, puisque tout le monde transfère son droit à un tiers parti qui est le souverain, bien, le souverain en quelque sorte ne ferait pas partie du contrat social. Et ici, le souverain peut faire n'importe quelle action tant qu'il est justifié par la sûreté. Donc, le souverain pourrait faire n'importe quelle loi, n'importe quelle action judiciaire, tant qu'il le fait pour la sûreté des gens. Mais pour Rousseau, justement, le but du contrat social n'est pas la sûreté, mais la liberté. Il va donner un exemple dans le livre 1, chapitre 4 du contrat social. Il va dire on peut très bien vivre tranquillement dans les cachots, mais pourtant, est-ce que c'est assez pour que cette vie soit désirable? Pour Rousseau, dans l'état de nature, il n'y a pas de guerre de tous contre tous. Pour Rousseau, en fait, ce qui serait l'élément déclencheur pour le contrat social, ce ne serait pas une guerre, mais au contraire, ce serait la survie. Parce que il y aurait augmentation de population dans le même territoire et ainsi, il y aurait une diminution des ressources. Lorsque les gens sont assez pauvres et donc assez dénudés des ressources, ils vont vouloir se mettre ensemble pour pouvoir se le partager. Donc, Rousseau imagine l'état de nature beaucoup plus pacifique
que chez Hobbes. Ainsi, le besoin fondamental du contrat social est la survie. Mais par contre, cette survie-là ne doit pas se faire n'importe comment. Le contrat social doit se faire en essayant d'éviter toute forme de domination, chez Rousseau, entre les individus. Donc, la question est comment assurer un souverain, mais tout en gardant notre liberté et ne pas se faire assujettir face à un pouvoir absolu. Ainsi, la solution que Rousseau apporte est en fait très simple. Il va prendre le même contrat social que chez Hobbes, mais il va amener une seule modification. Le souverain n'est maintenant plus un tiers parti, mais une partie intégrante du peuple. Donc, en fait, le peuple devient en quelque sorte le souverain. Donc, il y a un transfert du droit individuel de chacun à la communauté, en fait. Chacun va faire un désistement de son droit naturel, mais au profit de tous et pour le profit du bien commun. Le souverain devient donc le peuple. Ainsi, puisque le souverain est une partie intégrante du peuple maintenant, tout le monde, sans exception, est soumis aux mêmes lois. Le souverain est chargé d'agir dans l'intérêt des particuliers, donc d'agir dans l'intérêt de tous les individus, et ainsi le souverain est doté de la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale du souverain. Maintenant, quel est l'objet qui définit la volonté générale? L'objet qui va définir la volonté générale, c'est l'intérêt commun. Donc, il ne suffit pas qu'en fait, que tout le monde vote pour la même chose, que tout le monde décide de la même chose pour que ça fasse la volonté générale. En fait, tout le monde pourrait voter pour un intérêt particulier et ça ne ferait pas de cette volonté-là la volonté générale pour Rousseau. Alors, la volonté générale est vraiment définie essentiellement que par son objet, qui doit être le bien commun de tous les citoyens. Par exemple, si tout le monde décide demain matin que tout l'argent va chez quelqu'un, chez une famille plutôt, ça ne fait pas un intérêt commun, ça c'est un intérêt particulier. Cependant, s'il y a juste une personne qui décide que l'argent doit être distribué également à tous les citoyens, bien, même si c'est une personne qui décide de cela, c'est la volonté générale. Ainsi, Rousseau pense que le peuple n'est plus aliéné par les lois, mais dorénavant, il est autonome. Car en effet, dans le chapitre 8 du livre 1, il va dire que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc, pour donner un exemple, si je me donne la loi d'aller à l'école, en fait, puisque je me donne cette propre loi, c'est synonyme de liberté. Donc, en quelque sorte, lorsque j'obéis à la volonté générale promulguée par le souverain, en fait, d'une certaine manière, j'obéis à moi-même, puisque la volonté générale a comme objet le bien commun. J'obéis à moi-même en ce que je fais quelque chose qui va me faire du bien. Cependant, il est important à noter ici que la volonté générale ne porte que sur les conditions d'existence et donc ne porte pas sur les cas particuliers. Les conditions d'existence, ce serait, dans les exemples que donne Rousseau, ce serait par exemple si la Constitution doit être monarchique, oligarchique ou démocratique. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez toujours commenter en bas et ça me ferait plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, au revoir.